Bonjour à tous, chers compatriotes, chers téléspectateurs de Télé 7, la chaîne républicaine, et vous tous également qui nous suivez sur www.telechangu.com. Eh bien, c'est l'émission Questions-Réponses, la plateforme des débats, je dirais pour aujourd'hui, d'informations en ce qui concerne les activités de vos compatriotes de la diaspora. Je suis Fabien Anvar Kouswanika, et dans cette émission, il sera essentiellement question de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il s'est tenu donc à Paris la réunion du bureau de cette institution parlementaire francophone. Eh bien, la République démocratique du Congo était représentée par l'honorable Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Dans cette émission, je vais vous proposer également l'interview que nous a accordée l'honorable Guillaume Soro, qui est donc ancien Premier ministre ivoirien et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais pour commencer cette émission, eh bien, il a plu à Dieu de pouvoir rappeler son serviteur, Abbé Pierre Mbambu, qui était donc le doyen des prêtres de Popo Kabaka. C'est donc un diocèse dans le Bandundu, plus précisément dans la sous-région ou le district du Kwango. Eh bien, ici, en Belgique, ceux qui l'ont connu, prêtres, abbés et les hommes de bonne volonté, ont donc tenu à lui rendre hommage et recommander son âme à l'Éternel. C'est ainsi qu'une messe pour le repos de l'âme de l'abbé Pierre Mbambu a été organisée en Belgique. La messe a été officiée par Monseigneur Louis Nzala, évêque de Popo Kabaka. Et bien, en sortie de cette messe, ceux qui l'ont connu, en tout cas, ont témoigné au micro de questions-réponses et donc de Télé 7. Comment pourrais-je vivre ton amour? Pierre aimait dire que lui, il est né de parents païens. Papa et maman n'étaient pas baptisés, n'étaient pas des chrétiens. Il était fier de dire cela. Et il nous arrivait même de dire, mais non, ce n'est pas nécessaire de signaler ça dans des documents officiels. Tu signales le nom de papa et de maman et ça suffit. Il dit non, pour moi, c'est très important. C'est très important dans la mesure où l'appel de Dieu, suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme naturellement, je suis dans une famille chrétienne et cela, j'allais dire, va de soi. Mais pour moi, j'ai toujours considéré que c'est un appel. L'étoile qui est apparue au mage et qu'il suivait, c'est l'étoile qu'il s'est engagé, lui, à suivre dans sa vie. Il devra attendre l'arrivée du père de Ber à Imbela, dans la région d'Imbela, pour qu'il entende parler de Jésus et pour qu'il soit baptisé. À partir de ce moment-là, voilà, il s'est engagé à suivre cette étoile qui lui était annoncée et il y est allé jusqu'au bout. Moi, j'étais très contente toujours de l'abbé Mbambu et je parlais ouvertement avec lui parce que c'était un prêtre qui était très discret et puis son sourire me mettait à l'aise pour parler. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, je dis le sourire est magnifique. C'est à cause du sourire que l'abbé Mbambu n'a pas vieilli. Il faut bien garder le sourire dans la vie. Voilà, merci. Monsieur l'abbé Pierre Mbambu, nous l'appelions l'abbé doyen. Il était donc le doyen de tous les prêtres du diocèse de Popo. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui vivait la communion,
l'intimité, je dirais même, avec tous les confrères. Les aînés comme les plus jeunes. C'est quelqu'un qui était, je dirais, d'une patience très prononcée. Ce qui fait que, pas seulement une patience, mais aussi un homme sage, un sage du clergé, un sage aussi, je dirais, de la communauté, de par son expérience sacerdotale, son expérience d'homme. Il était très édifiant. C'est quelqu'un, non seulement il était édifiant, mais c'est je dirais un papa, c'est un père, c'est quelqu'un qui facilement avait l'humour, quelqu'un qui faisait oublier parfois les peines des autres. Et je connais Abbé Pierre à partir de la maison de Ndolo. J'étais en stage et il était en repos là-bas. J'ai fait mon stage à la banque. Et presque tous les jours, j'allais manger à la maison diocésaine et c'était lui qui me recevait. Il m'appelait toujours Maman Batou et moi je l'appelais Tata. Et depuis ce temps-là, vraiment, nous avons créé des liens très solides. C'était un père, comme les monseigneurs venaient de le dire, c'est un Tata. Très accueillant, toujours souriant, très attentif aux autres. Même à Kitambo, quand vous y allez, c'est le premier que vous verrez assis et qui vous reçoit avant d'aller dire bonjour aux autres. Donc c'est comme ça que je suis venue. Je ne pouvais pas manquer à cette messe des funérailles de l'abbé Pierre. Merci, Tata. Merci. Voilà, comme on le dit, Dieu a donné, Dieu a repris et gloire et grâce soient rendues donc à l'Éternel. Je profite d'ailleurs en ce moment ici pour saluer les abbés Bruno Bayamboula, Focas Funga, Bouekumutu, tous Benjamin Bouekumutu, tous donc du diocèse des Popo Kabaka. Je n'oublie pas les religieuses des Divines Providences, la sœur Imelda Zandou, la sœur Yolande Bouzika qui me suit certainement en ce moment ici à Kinshasa. Je vous le disais, l'essentiel de cette émission, c'est donc la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Paris, mais nous avons profité justement de notre présence à Paris pour essayer un peu de faire parler certaines personnes en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo. D'ailleurs, il s'est fait qu'il y a un accord qui a été signé à Addis Abeba, ça tout le monde le sait déjà, pour la paix dans les Grands Lacs, mais qui dit paix, justement, parle déjà, tu sais qu'il y a eu la guerre avec toutes ses conséquences, notamment les viols des femmes congolaises, beaucoup plus à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré Madame Bercieux, qui est donc la présidente du Réseau mondial des femmes francophones, à qui nous avons posé quelques questions sur l'implication des femmes au niveau international en ce qui concerne la situation de la femme congolaise. Alors je pense qu'elles sont en droit d'attendre de notre part une mobilisation et chacune à notre niveau de pouvoir, dans nos parlements, dans les instances internationales où nous sommes appelés à nous exprimer, elles sont en droit d'attendre de notre part une solidarité. C'est la solidarité des femmes à l'égard des femmes, mais c'est un combat parce que je pense que le premier droit de tout être humain, qu'il soit homme, qu'il soit femme, c'est de pouvoir vivre en sécurité, respecté dans son intégrité physique, respecté dans ses aspirations de vie, dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est un des premiers combats que toutes les femmes doivent mener. Mais je rappelle que vous venez de Belgique, et quand on parle de la Belgique, on pense également à la République démocratique du Congo. Par rapport à la situation que connaît le pays actuellement, notamment avec la guerre, finalement, on ne sent pas une réelle implication pour mettre un terme à la tragédie congolaise actuelle. Finalement, qu'est-ce qui justifie, à votre avis, cette léthargie même au niveau de la Belgique? Alors, je vais vous rappeler que je suis donc ici dans le cadre de ma fonction de présidente du réseau des femmes de l'ensemble de la francophonie et non pas à titre de représentante de la Belgique et donc de sa diplomatie. Donc, je ne porterai pas de jugement sur la diplomatie de mon pays, mais je peux vous dire que dans les assemblées parlementaires belges et dans les parlements en Belgique, nous avons, au niveau des femmes d'à peu près tous les partis, pris des initiatives
pour insister pour qu'on mette fin aux violences commises à l'égard des femmes dans l'Est du Congo. Donc je pense qu'au niveau des parlements, les parlementaires ne sont absolument pas inactifs et depuis de nombreuses années déjà. Avez-vous des liens soutenus avec vos consoeurs de la République démocratique du Congo? Alors j'ai des liens avec certaines consoeurs de la République démocratique du Congo que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment aux Nations Unies à New York, où je prenais la parole au nom du réseau des femmes. Et vu que le temps de parole est extrêmement limité et que au lieu des 10 minutes promises, on m'en a laissé 2 minutes et demie, j'ai concentré tout mon temps de parole quand j'étais à l'ONU au nom du réseau pour les femmes de la République démocratique du Congo, pour les violences et par rapport aux viols qui sont commis. Vous suivrez d'ailleurs dans cette émission l'intervention de Madame Yamina Benguingui, ministre française chargée de la francophonie, qui organise le 20 mars prochain un forum mondial de la femme francophone. Eh bien, ça sera toujours à Paris. À Paris, nous y restons toujours dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Monsieur Guillaume Soro, qui est donc le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, par ailleurs ancien Premier ministre de ce pays. Eh bien, comme toujours, la non-implication de l'espace francophone, surtout dans la crise qui se passe en République démocratique du Congo, a été au menu de nos entretiens. Écoutez donc Guillaume Soro, qui, dans une certaine mesure également, charge l'Union africaine. Hier, j'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale du Congo. Nous avons échangé sur la coopération possible entre nos deux institutions. D'abord, il me fallait lui rendre une visite de courtoisie, de fraternité, d'amitié. Nous nous retrouvons ici à Paris dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et nous avons convenu de faire en sorte que le Parlement ivoirien et le Parlement congolais se rapprochent pour échanger un certain nombre d'expériences, mais aussi pour voir quelle coopération nous pouvons donc tisser. Et je pense que c'est une bonne chose. Déjà, le président de l'Assemblée nationale m'a invité pour l'ouverture de la session à Kinshasa. Moi aussi, je lui adresserai une invitation pour l'ouverture le 24 avril de la session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, mais justement, la Côte d'Ivoire est en train de stabiliser, alors que le Congo est encore dans le meilleur de la guerre. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, qu'est-ce que justement le Congo peut attendre de l'expérience ivoirienne pour que la guerre puisse cesser? Je suis totalement d'accord avec vous que, effectivement, la situation en Côte d'Ivoire, c'est que aujourd'hui, nous avons un président élu démocratiquement. Nous avons des institutions qui sont mises en place et qui fonctionnent, dont le pays progressivement pense, n'est-ce pas, les plaies de cette crise post-électorale que nous avons connue. Aujourd'hui, voilà, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan économique, de gros efforts ont été entrepris. C'est pourquoi, pour le panafricaniste que je suis, l'Africain tout court que je suis, se trouve préoccupé par la situation qu'il y a en RDC. Mais je dis qu'à la lumière du conflit malien, on a bien vu ce qu'a été le rôle de l'Assemblée nationale au Mali dans la stabilisation de la situation. Vous savez bien que la situation aurait pu être beaucoup plus précaire, détériorée, s'il n'y avait pas que le leadership malien et la sous-région ont tenu à ce que les instruments constitutionnels, notamment l'institution comme l'Assemblée nationale, jouent son rôle. Et vous savez que l'actuel président intérimaire du Mali est l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, les parlements africains ne peuvent pas être en dehors, n'est-ce pas, de la recherche de solutions aux crises que nous connaissons. C'est pourquoi je pense que, plus que l'Assemblée nationale, le vœu que je lance, c'est de faire en sorte que le Congo retrouve la paix. Ce grand Congo que nous connaissons, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter ce pays, mais ce pays que nous connaissons grand, non seulement par sa taille, mais par son histoire, puisse renouer avec la stabilité, la paix, pour se reconstruire. Parce que vous, je peux vous assurer, vous avez un grand pays
qui est riche de ressources naturelles. Et je suis convaincu que simplement si vous avez la paix sur une période raisonnable, le Congo sera un grand pays africain. Ne vous en faites pas, je peux vous affirmer qu'au Congo vous êtes populaire, on vous connaît très bien, mais justement c'est que les Congolais ne comprennent pas, c'est le manque d'implication, surtout des pères francophones, par rapport à la situation congolaise actuelle. À votre avis, elle est due à quoi, cette situation? Vous savez qu'aujourd'hui, de mon point de vue, il y a un leadership à affirmer au niveau de l'Union africaine. Tant que les Africains ne se seront pas retrouvés dans cette union, tant qu'il n'y aura pas un vrai leadership pour tirer l'Afrique vers le haut, on aura le sentiment que chaque État africain se débat tout seul dans son précaré ou dans son environnement. Donc je pense que la locomotive de la solidarité continentale qui doit être manifeste doit venir de l'Union africaine. Et je pense que c'est important. Vous savez que quand la Côte d'Ivoire a connu sa crise, nous avons senti la solidarité de la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale. Et effectivement, nous n'avons pas senti de la même façon l'intérêt et la préoccupation de l'Union africaine. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut qu'on ait dans nos espaces sous-régionaux donc des organisations solides, consolidées, crédibles, pour que l'Union africaine puisse jouer son rôle de leadership sur le continent. Et je pense que le problème qui se pose au Congo doit concerner l'Ivoirien, aussi bien que le problème qui se pose au Soudan doit concerner le Sénégalais. Maintenant, comment nous mettons les mécanismes pour faire en sorte que cette solidarité ne soit pas seulement que des intentions, mais que ce soit des actes concrets? Et à mon avis, c'est à l'Union africaine de jouer son rôle. On peut donc reconnaître là le franc-parler de Guillaume Soro. Eh bien, nous espérons que l'Union africaine pourra jouer son rôle de leadership, en tout cas en ce qui concerne la recherche des solutions aux problèmes qui se posent dans le continent. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie était présidée par monsieur Sungalo Apollinaire Ouattara, qui est donc le président de l'Assemblée nationale de Burkina Faso, qui est également le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, d'ailleurs en remplacement de son compatriote monsieur Marc Kaboré, si je ne m'abuse. Eh bien, lui aussi s'est confié au micro de questions-réponses et de Télé 7 en ce qui concerne beaucoup plus les objectifs et que dis-je, en tout cas les activités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On le suit. Il faut savoir que présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie était un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est le cœur politique de l'espace francophone. Et des décisions très importantes ont été prises par le bureau que nous venons de tenir à Paris. Ce bureau qui a connu une forte participation de ses membres, mais aussi qui a vu une grande qualité des participants et nous a permis de revisiter notre programme d'action. Vous savez, nous avons écouté les présidents des différentes commissions, nous avons également écouté les chargés de mission et je crois que les différents rapports laissent voir une forte vitalité de notre organisation commune. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé des décisions, mais pour ceux qui n'ont pas été au secret de vos délibérations, finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des travaux qui ont été organisés ici à Paris? C'est vrai que le bureau a adopté le budget 2013 de l'APF, mais en dehors de cela, vous savez que c'est également une très grande occasion pour passer en revue les différentes situations politiques dans l'espace francophone. C'est ainsi que le bureau, au nom de l'APF, a fait un certain nombre de déclarations sur la situation politique que nous connaissons dans notre espace commun. Mais il faut dire aussi que le bureau a examiné certaines activités phares, c'est-à-dire donc
la 39e session de l'APF qui est prévue se tenir à Abidjan en juillet. Il faut dire également que le bureau de l'APF a passé en revue le programme d'appui à certaines activités telles que la formation des jeunes, telles que le renforcement des capacités pour un certain nombre de parlements. Quand je parle de renforcement des capacités pour un certain nombre de parlements, je pense aux parlementaires eux-mêmes et également aux différentes fonctions publiques parlementaires. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'état des crises dans certains pays. Maintenant, on note une implication des francophones au Mali, alors qu'en République démocratique du Congo, il y a une guerre qui dure depuis plusieurs années, maintenant qui s'est intensifiée depuis plusieurs mois. Et là, on sent qu'il n'y a pas une réelle implication. On dirait que, voilà, on n'en parle pas assez, il n'y a pas assez d'engagement. Est-ce que vous n'avez pas prévu d'accompagner également le peuple congolais pour retrouver la paix? Vous savez que la question de la RDC a été abordée comme la question de la Tunisie ou du Mali. En fait, l'APF est une structure d'avis, c'est une structure consultative qui donne des avis, qui accompagne, et je puis vous dire que au niveau donc de la RDC, la déclaration est suffisamment explicite. Je vous remercie. Merci à M. Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Je vous le disais, la République démocratique du Congo était représentée par l'honorable Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Aubin Minakou en a profité d'ailleurs pour mener un véritable travail de diplomatie parlementaire, notamment en rencontrant en marge justement de cette réunion, par exemple, le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Yamina Benguingui, ministre déléguée à la francophonie, ministre française donc déléguée à la francophonie. Eh bien, c'est toutes ces activités du président de l'Assemblée nationale que nous vous proposons dans ce reportage que nous avons pu réaliser pour vous rendre compte des activités du président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, je me répète encore. Ici à Paris. La ville de Paris vient d'abriter la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la République démocratique du Congo a été représentée par l'honorable Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui par ailleurs assure la vice-présidence de l'Assemblée parlementaire des pays ayant en partage l'usage de la langue française. Conscient des enjeux actuels de la République démocratique du Congo et ayant expérimenté les retombées de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a eu plusieurs entretiens bilatéraux et multilatéraux avec des officiels des pays tiers et amis. C'est dans ce cadre que l'honorable Aubin Minakou a été reçu au Quai d'Orsay par la ministre Yamina Benguingui, ministre déléguée auprès du ministre français des Affaires étrangères en charge de la francophonie. Les deux personnalités ont évoqué le dernier sommet de la francophonie de Kinshasa et échangé sur les possibilités des sorties de crise en République démocratique du Congo. Mais nous savons tous que la République démocratique du Congo continue à subir une guerre d'agression. Un principe pilier des Nations Unies est transgressé par certains États voisins au Congo. Et en pareille circonstance, des États qui ont une forte tradition en matière de protection de la souveraineté interviennent. C'est le cas de la France et nous sommes heureux de constater que chaque fois que nous avons un contact avec la ministre Benguigui, elle comprend facilement les réalités du Congo et de l'Afrique. Et cela nous permettra bien évidemment de gérer nos problèmes avec beaucoup de responsabilités, comptant sur l'appui des partenaires membres du Conseil de sécurité, notamment la France. Merci. Il a eu un discours franc par rapport à la situation à l'est du pays tout à l'heure avec vos pairs francophones. Ouais. D'autre part, la France est impliquée au Mali. Est-ce qu'on peut attendre une telle implication également pour la République démocratique du Congo? Il est vrai qu'au Mali, un État frère, et en République démocratique du Congo,
Le principe sacro-saint, je venais de dire, de la souveraineté de chaque État, ce principe est violé. Mais il est aussi vrai que la guerre en République démocratique du Congo date d'il y a très longtemps. Il y a répétition des guerres. Il y a plusieurs initiatives positives qui ont été enclenchées bien avant la situation du Mali. Il est peut-être indiqué que nous puissions finaliser ces initiatives, notamment le renforcement du mandat de la MONUSCO et la mise en œuvre de la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO, parce que d'autres troupes africaines, à l'instar de ceux qui sont aux côtés des troupes françaises au Mali, sont prêtes pour agir au Congo. C'est là l'essentiel, parce qu'il ne faut pas nécessairement que l'on puisse gérer la situation du Mali de façon totalement identique à celle du Congo. Madame la ministre Yamina Benguingui a promis de continuer à œuvrer pour porter la voix de la République démocratique du Congo sur la scène internationale, renforcer des actions antérieures ayant amené notamment à la condamnation du M23. Dans un discours tenu lors du déjeuner en honneur des présidents des parlements francophones, elle a rappelé la souffrance du peuple congolais et appelé à la mobilisation notamment pour le Kivu. Par rapport à un drame qui se jouait au Nord Kivu, alors nous parlions d'une grande fête de la francophonie, mais ce Nord Kivu, il n'était pas du tout prévu que j'aille à Goma, ni même que je m'occupe de ce qui se passait à l'Est, puisque ma mission était pour le sommet de Kinshasa. Mais je me suis dit à ce moment-là, avec toute mon équipe, que c'était pas que ça la francophonie. La francophonie, c'est un espace solidaire où nous partageons la même langue, et que la francophonie, c'était aussi d'aller voir ce qui n'allait pas dans cet espace francophone. J'ai découvert le drame du Kivu, je suis allée, j'avais promis aux associations de femmes de me rendre à Goma pendant le sommet, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, je n'ai eu de cesse que d'alarmer aussi bien la France, mais aussi bien l'Europe, les Nations Unies. Nous avons pu avancer sur la condamnation du M23 et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer le premier forum mondial des femmes francophones. Parce qu'aujourd'hui, les droits des femmes sont menacés dans l'espace francophone. Les Tunisiennes sont en perte de droits. Les Maliennes, vous êtes au courant. Les Nigériennes, vous êtes au courant. Vous êtes au courant aussi de ce qui se passe en RDC. C'est-à-dire que j'ai visité un camp de 70 000 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants. Et qu'on ne peut pas fermer les yeux et se dire, voilà, la francophonie, c'est une grande famille où on partage. Oui, nous avons tout ça. Mais aujourd'hui, nous devons de regarder en face cet espace magnifique et en même temps, nous devons nous battre pour qu'il soit exemplaire. La France s'est engagée au Mali pour libérer le Sahel de la menace islamiste et beaucoup de Congolais se sont demandé pourquoi une action d'une telle envergure n'est pas envisagée en République démocratique du Congo. Madame Yamina Benguingui a assuré que le Congo n'est pas oublié et donné les raisons de l'intervention française au Mali. C'est vrai que là, la présence de la France aux côtés du président, enfin aux côtés du Mali, c'est qu'il y a eu une demande du Mali d'intervenir. Donc, je crois que il faut pouvoir mettre sur la table ce qui se passe au Kivu, la problématique du Kivu. Mais en tout cas, pour le Mali, ça s'est passé comme ça. La diplomatie parlementaire donne des résultats durables en renforçant les liens entre les assemblées nationales des pays amis. C'est conscient de cet enjeu que l'honorable président Aubin Minakou a reçu l'honorable président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les deux présidents ont affiché leur volonté de travailler pour le rayonnement de leurs institutions respectives et de renforcer la coopération interparlementaire. Bon, c'est la première fois que nous nous rencontrons. À plusieurs reprises, nous nous sommes manqués.
alors que nous présidons 2 assemblées nationales qui ont un rôle moteur en Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et même l'Afrique australe, parce que la République démocratique du Congo couvre aussi une petite partie de l'Afrique australe. C'est une génération dynamique, une génération qui veut booster l'Afrique. Et donc nous avons échangé de façon brève mais intense à ce propos. Comment garder un contact étroit dans l'intérêt de l'Afrique, dans l'intérêt de nos 2 assemblées nationales et de nos 2 États. En quelque temps, nous avons quand même pris quelques dispositions pratiques et pragmatiques importantes. Et donc, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, chacun de nous pourra en informer les plénières respectives et nos 2 États. Et nous avons convenu de faire en sorte que le Parlement ivoirien et le Parlement congolais se rapprochent pour échanger un certain nombre d'expériences, mais aussi pour voir quelle coopération nous pouvons donc tisser. Et je pense que c'est une bonne chose. Déjà, le président de l'Assemblée nationale m'a invité pour l'ouverture de la session à Kinshasa. Moi aussi, je lui adresserai une invitation pour l'ouverture le 24 avril de la session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, Monsieur le Président, mais justement, la Côte d'Ivoire est en train de stabiliser, alors que le Congo est encore dans le meilleur de la guerre. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, qu'est-ce que justement le Congo peut attendre de l'expérience ivoirienne pour que la guerre puisse cesser? Je suis totalement d'accord avec vous que, effectivement, la situation en Côte d'Ivoire, c'est que aujourd'hui, nous avons un président élu démocratiquement. Nous avons des institutions qui sont mises en place et qui fonctionnent, dont le pays progressivement pense, n'est-ce pas, les plaies de cette crise post-électorale que nous avons connue. Aujourd'hui, voilà, aussi bien au plan sécuritaire qu'au plan économique, de gros efforts ont été entrepris. C'est pourquoi, pour le panafricaniste que je suis, l'Africain tout court que je suis, se trouve préoccupé par la situation qu'il y a en RDC. Mais je dis qu'à la lumière du conflit malien, on a bien vu ce qu'a été le rôle de l'Assemblée nationale au Mali dans la stabilisation de la situation. Vous savez bien que la situation aurait pu être beaucoup plus précaire, détériorée, s'il n'y avait pas que le leadership malien et la sous-région ont tenu à ce que les instruments constitutionnels, notamment l'institution comme l'Assemblée nationale, jouent son rôle. Donc, les parlements africains ne peuvent pas être en dehors, n'est-ce pas, de la recherche de solutions aux crises que nous connaissons. C'est pourquoi je pense que, plus que l'Assemblée nationale, le vœu que je lance, c'est de faire en sorte que le Congo retrouve la paix. Ce grand Congo que nous connaissons, c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter ce pays, mais ce pays que nous connaissons grand, non seulement par sa taille, mais par son histoire, puisse renouer avec la stabilité, la paix, pour se reconstruire. Parce que vous, je peux vous assurer, vous avez un grand pays qui est riche de ressources naturelles, et je suis convaincu que simplement si vous avez la paix sur une période raisonnable, le Congo sera un grand pays africain. La réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, présidée par l'honorable président Sungalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, ayant succédé à son compatriote, l'honorable président Roch Marc Christian Kaboré, a évalué les différentes activités de l'institution. Elle s'est ainsi saisie des questions majeures de l'espace francophone, dont les situations de crise au Mali, en Tunisie, en Centrafrique et en République démocratique du Congo. La question de la RDC a été abordée comme la question de la Tunisie ou du Mali. En fait, l'APF est une structure d'avis, c'est une structure consultative qui donne des avis, qui accompagne, et je puis vous dire que au niveau donc de la RDC, la déclaration est suffisamment explicite. Je vous remercie. Paris, capitale de la France, est aussi le siège de l'Organisation internationale de la francophonie.
il était tout indiqué pour l'honorable président de l'Assemblée nationale de rendre visite au président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, et le remercier de son implication pour la tenue et la réussite du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa en octobre dernier. Comme vous le savez, le secrétaire général de la francophonie, c'est un sage africain qui a beaucoup aidé la République démocratique du Congo, notamment lors de l'organisation du dernier sommet de la francophonie. Me trouvant à Paris dans le cadre des parlementaires de la francophonie, il était évident que je puisse passer par ici, notamment pour échanger sur certaines questions concernant les relations entre mon pays, la République démocratique du Congo, le président de la République Joseph Kabila et la francophonie. En tant que parlementaires, nous venons en appui à la démarche diplomatique du président de la République et du gouvernement. Parce que c'est un devoir d'abord pour le gouvernement et le président de la République. Mais dans ce cadre-là de la diplomatie parlementaire, je peux affirmer que la francophonie soutient la République démocratique du Congo parce que la francophonie porte les principes sacro-saints qui régissent les relations internationales, notamment la souveraineté des États et l'intégrité territoriale. Et donc, concernant le Congo, par rapport à cette question, la francophonie nous a toujours soutenus. Aujourd'hui encore, elle nous soutient. Commencé le 7 février, les travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se sont clôturés le 9 février 2013 sous un motif de satisfaction, avec la promesse de se retrouver au mois de juillet 2013 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la session ordinaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un terme à cette émission Questions-Réponses, votre plateforme d'échange, de débats et d'informations sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. Big coucou à ce transfert de taille qui a été réalisé par Télé7, la chaîne républicaine. Il s'agit donc de Eric Makoulou qui s'occupe, il me semble, des informations. Eh bien, mon frère, on se retrouve encore ici à Télé7 comme on s'était retrouvé quelque part. Salutations également à Bienvenue Marie Bakoumania, à Freddy Moulumba et tous les autres collègues de Télé7, Adam Siémissi, et bien entendu à tout seigneur, tout honneur. Salutations au président honorable sénateur Modeste Moutinga. Et bien voilà, je suis Fabian Varkou-Swanika. Je vous retrouve lors de la prochaine édition de votre magazine. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, big coucou également à la petite Fariel Kouswanika.